Donc, qui va parler du Covid-19 aux futures pandémies. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation et pour essayer de vous parler un tout petit peu du futur. Alors, quand j'ai chargé cette présentation là-bas, au système où on charge les présentations, il était désespéré, le type. Il m'a dit, mais il va y en avoir d'autres encore. Et donc, il a fallu que je le rassure en lui disant que ce n'était pas demain, mais que de toute façon, on allait commencer par s'occuper de celle-ci et qu'il faudra bien qu'on s'occupe des suivantes après. Et en fait, vous savez, prévenir et prévoir le futur, c'est quand même ce qu'il y a de beaucoup plus compliqué. Hein. Prévoir le passé, c'est simple, il suffit de décrire. Pour le futur, on a un peu plus de mal et malgré tout, le machine learning, malgré tout, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on a des candidats. On est face à un certain nombre de pathogènes pour lesquels on sait qu'il y a un risque. Mais avoir la prétention de prédire les futures pandémies est quelque chose d'extrêmement difficile et d'extrêmement compliqué. Alors pour faire ça, on s'appuie un petit peu sur l'historique. Et je voudrais reprendre 3 histoires, finalement. Et puis après, on déclinera un petit peu l'histoire en cours, parce qu'elle est loin d'être terminée. L'histoire de la pandémie coronavirus, en fait, c'est une histoire ancienne. C'est une histoire ancienne parce que quand on regarde un tout petit peu ce que l'on sait de l'historique de l'introduction des coronavirus dans la population mondiale, population humaine, finalement, il y a eu probablement déjà au moins 4 pandémies à coronavirus que nous avons subies. Ces pandémies, elles sont parfois très anciennes, hein. Quand on regarde, par exemple, la pandémie probablement due au virus ANL63, ça date du XIIIe siècle. Alors, c'est basé sur, non pas le fait qu'il y avait un virologue au XIIIe siècle qui était capable d'identifier ce virus, mais on fait de la cartographie moléculaire, on est capable de savoir à peu près, en fonction de l'évolution de ces virus, quand ils se sont adaptés à l'homme, et ça date vraisemblablement pour ce virus du XIIIe siècle. Mais on en a 2 autres qui sont plus récents, qui datent du XIXe siècle, qui sont le 229E et l'OC43. Et il est probable que l'OC43 était responsable d'une pandémie en 1890, qui a été, à un moment donné, il y a une espèce de débat pour savoir si c'est de la grippe ou du coronavirus, mais c'est très probablement plus du coronavirus. Et il y avait eu une mortalité extrêmement élevée à ce moment-là déjà. Donc on voit que ces virus, ils sont avec un potentiel pandémique, avec parfois, ils réussissent à s'adapter. 2 au cours du 19e siècle, pas au cours du 20e apparemment, donc on en a déjà une au cours du 21e. Et puis, il y a un certain nombre d'introductions qui sont des pandémies ratées, en quelque sorte. Et ces pandémies ratées, elles procèdent exactement du même mécanisme que les pandémies, et j'y reviendrai, mais à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans la maturation du virus qui fait qu'il n'était pas adapté à l'homme. Et ces pandémies ratées, comme les pandémies réussies, elles sont toutes avec le même schéma. Vous avez un animal réservoir qui, en général, est unique, mais parfois il peut être multiple. Là, en l'occurrence, pour les coronavirus, il semble que ce soit les chiroptères, les chauves-souris. Qu'à partir de ce réservoir animal, il y a un hôte intermédiaire, qui est l'animal qui permet en quelque sorte l'adaptation. C'est ce qui était appelé par certains virologues le mixing vessel, c'est l'animal qui permet la transition. Et puis après, à partir de contact avec cet hôte intermédiaire, l'homme s'infecte. Et donc on a identifié que les camélidés étaient probablement ceux qui avaient permis la transformation du coronavirus 229E pour qu'il soit un virus humain. Et lorsque l'on regarde les 2 événements à coronavirus qui ont été au début du 21e siècle, le SARS et le MERS, le SARS est terminé, le MERS ne l'est pas encore complètement, on a exactement les mêmes mécanismes. Vous aviez la chauve-souris qui était l'hôte viral, la civette pour le SARS qui était l'hôte intermédiaire, et ensuite on a eu, à partir de fin 2002, début 2003, un certain nombre de patients infectés. Mais ce virus n'était pas parfaitement adapté à l'homme, parce qu'en fait, il n'était dans sa maladie responsable de symptômes qu'une fois qu'il était abondamment présent. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de forme paucisymptomatique et il n'y avait pas de personne contagieuse sans avoir des symptômes.
ce qui permet de contrôler la maladie très bien. Et c'est la même chose avec le MERS. Mais ce n'est pas la même chose avec le SARS-CoV-2. Et quand on reprend le principe de cette adaptation à partir du réservoir animal, hein, le réservoir, c'est donc la chauve-souris, nous n'avons pas trouvé l'hôte intermédiaire. C'est encore des éléments de recherche et on cherche toujours. Mais ce passage par l'hôte intermédiaire suppose que ces virus fassent un certain nombre d'évolutions, de transformations. Sinon, on n'aurait pas besoin de l'hôte intermédiaire, on passerait directement de la chauve-souris à l'homme. Or, hormis la rage et peut-être dans certaines conditions les Ebola, on y reviendra, il n'y a pas de transmission directe à l'homme. Et ça suppose donc que le virus subisse un certain nombre de modifications, à la fois sur les protéines de surface, qui sont celles qui vont interagir avec les récepteurs, mais aussi avec les protéines internes, parce que la biologie de la cellule d'une chauve-souris, même si c'est un mammifère, n'est pas tout à fait la même que la biologie d'un virus chez l'homme. Et une fois que ce virus apathogène chez le vecteur est adapté chez l'hôte intermédiaire, eh bien l'homme s'infecte et peut donner des formes respiratoires graves. Et c'est ce qu'on observe. Or, ces virus, on les comprend maintenant de mieux en mieux. Et le coronavirus, le SARS-CoV-2, c'est un virus qui est clairement respiratoire. Il se réplique extrêmement bien dans les voies aériennes supérieures, de façon extrêmement abondante. Et lorsque l'on regarde comment fonctionne ce virus, on a compris beaucoup de choses que l'on ne savait pas avant. Et en particulier, même si on sait que sa représentation ici, sous forme de virus avec une couronne autour, c'est pour ça qu'on l'appelle le coronavirus, est en fait le reflet du fait qu'il y a très peu de protéines à la surface du virus. Hein, les glycoprotéines qui sont à la surface du virus, les spikes, il y en a environ une trentaine. Et vous verrez que pour d'autres virus, c'est beaucoup, beaucoup plus. Et que cette protéine, elle est capable d'être extrêmement mobile à la surface du virus. Elle procède comme ça de mouvements extrêmement importants. C'est pour ça que ces molécules sont très espacées les unes des autres. Elles ne se déplacent pas tellement à la surface de la membrane, mais elles sont vraiment très mobiles. Et elles se présentent sous des conformations différentes. C'est pour ça que vous avez du rose pâle et du rouge vif, parce que le récepteur qui permet l'attachement à la cellule peut être dans deux conformations qu'on appelle les conformations up, c'est-à-dire vers le haut, ou down, vers le bas, et seules les conformations up permettent l'attachement au récepteur. Or, ces molécules, elles sont métastables, c'est-à-dire elles évoluent en permanence dans la conformation up ou down, et quand elles sont en down, elles ne permettent pas l'attachement au récepteur. Avec l'âge, ces virus, lorsqu'ils ont perdu finalement un petit peu de vitalité, c'est souvent parce que justement les conformations down sont plus fréquentes et puis ce virus peut aussi modifier sa molécule. Mais ces virus, ils ont un réservoir potentiel et surtout un réservoir d'hôte intermédiaire qui est extrêmement riche. Et c'est là tout l'enjeu de comprendre en fin de compte qu'à partir d'un animal qui porte de façon asymptomatique un coronavirus, ce coronavirus est capable d'aller infecter toute une série d'hôtes différents et que chaque fois qu'il passe par cette hôte, il s'opère un certain nombre de modifications moléculaires qui induisent des modifications sur la structure des protéines et en particulier sur la protéine de la spike, qui est la protéine donc, qui sert à l'attachement, qui est à la surface du virus, qui est la protéine qui s'appelle la spicule en français. Et on a trois domaines dans cette protéine qui sont très importantes. Il y a une région structurale qui est ce qu'on appelle en gros la tige de la spike dans laquelle se trouve le peptide qui est responsable de la fusion, de l'entrée du virus dans la cellule. Vous avez le domaine qui est à la surface qui, lorsqu'il est en version up, permet l'attachement au récepteur. Ça s'appelle le receptor binding domain. Et vous avez un autre domaine qui s'appelle le N-terminal domain, parce que c'est la partie N-terminale de la protéine, qui, elle, a une fonction de structure et surtout de consolidation de l'organisation globale de cette protéine spike, qui est une protéine qui est composée de 3 molécules identiques enchâssées l'une dans l'autre. Et ces N-terminal de N ont la capacité d'organiser les 3 molécules les unes avec les autres de façon à ce que ce récepteur binding domain soit le plus facilement présenté dans une position up.
Donc c'est vraiment, les RBD sont enchâssés dans les NTD et ils sont portés par la tige. Et ce que l'on voit, c'est que deux de ces domaines, le RBD et le NTD, sont des domaines qui sont la cible des anticorps neutralisants. C'est eux qui sont finalement les plus importants dans la réponse immunitaire. C'est pour ça que c'est cette protéine qui a été choisie pour faire les vaccins. Et que c'est aussi les espaces qui peuvent subir des évolutions les plus importantes en termes de pression immunitaire, mais aussi en termes d'adaptation pour le récepteur, puisque forcément, lorsque vous avez un animal qui est infecté, le virus va s'adapter aux récepteurs de l'animal, et les récepteurs ne sont pas strictement identiques, même s'ils sont proches entre les différents animaux. Et donc, on voit apparaître des modifications sur les RBD et parfois sur le N-terminal domaine qui sont des marqueurs spécifiques d'espèces. Donc, pour en revenir à essayer d'identifier quel était le vecteur intermédiaire entre la chauve-souris et l'homme, eh bien, nous n'avons pas d'éléments sur les RBD des premiers virus pour essayer d'identifier justement quel était ce vecteur intermédiaire. La diversité est importante. On voit qu'il y a toute une série de mustélidés, des rats, des souris, des furets, plein d'animaux à poil comme ça, qui sont capables d'assurer potentiellement le transfert du virus vers l'homme. Et il faut garder en mémoire qu'il y a aussi ce qu'on appelle les infections réverses, c'est-à-dire que l'homme est parfaitement capable d'infecter ces animaux. Et on sait que comme ça, en Europe, les élevages de visons ont été abondamment infectés, notamment aux Pays-Bas, au Danemark, en Finlande, mais aussi en France. Et lorsque le virus humain passe chez le vison, il évolue. Et il peut potentiellement évoluer en faisant l'acquisition d'un certain nombre de mutations, qui sont des mutations qui peuvent poser un problème si jamais il y a un retour chez l'homme. Et c'est pour ça qu'on fait l'abattage des élevages de visons qui sont contaminés par les coronavirus humains. Donc ça, c'est la situation où on a finalement, sur la base de données de surveillance chez les chauves-souris, un nombre de précurseurs potentiels qui est extrêmement élevé. Extrêmement élevé. Il y a plus de 1000 coronavirus différents qui circulent chez les chauves-souris, dans les différents groupes de coronavirus. Certains d'entre eux sont passés chez l'homme, d'autres pas du tout. Ils ne sont pas forcément avec une diversité extrêmement importante, mais on a un réservoir important, ce qui nous nécessite donc de mettre en place une surveillance qui permette de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors vous savez que dans le processus d'adaptation, je vous ai dit que de temps en temps, il y a un certain nombre d'évolutions qui peuvent survenir. Et un des éléments qui fait penser qu'il y a eu vraiment un hôte intermédiaire entre le virus de la chauve-souris et le virus humain, qui a été détecté pour la première fois en décembre 2019 en Chine, c'est qu'en fait, le virus détecté présentait, ça c'est la molécule spike, le trimère, il y a un des monomères qui est en rouge ici, et à l'intérieur de cette molécule, qui se coupe en deux pour devenir une molécule mature, qui devient une protéine de fusion, une fois qu'elle est clivée, il existe un site de clivage. Et ce site de clivage, c'est les tout premiers virus qui ont été identifiés, présentaient un site polybasique. Ce site polybasique consiste à l'ajout dans la séquence spécifique de cette région d'une succession d'arginines en particulier, qui permet de rendre ce site de clivage beaucoup plus sensible aux protéases extracellulaires. Et en étant sensible aux protéases cellulaires, ça favorise l'infectivité du virus. Et c'est typiquement le genre d'adaptation que l'on observe lorsqu'on passe par un hôte intermédiaire. Et je vous donnerai un autre exemple tout à l'heure. Mais c'est vraiment un stigmate donc d'une capacité d'adaptation qui a été acquise à un moment donné chez un hôte intermédiaire, et ce qui en fait finalement aujourd'hui un des potentiels de dangerosité de ce virus, l'existence de sites de clivage polybasique. Alors, parmi les virus pandémiques, il y en a un que tout le monde attendait, c'est le virus influenza, bien évidemment, avec les histoires extrêmement connues maintenant de la grippe espagnole, de la grippe asiatique, de la grippe de Hong Kong et de la grippe porcine, avec des impacts qui sont un tout petit peu variables. Et si on veut essayer de faire des analogies avec ce que l'on subit aujourd'hui, finalement, c'est probablement la grippe espagnole qui est celle qui est celle avec qui il faut faire des éléments de comparaison, parce que je vous rappelle qu'en 1918, la façon dont on traitait les patients, c'était comme ça. C'est plus du tout ce qu'on fait maintenant. Et si jamais on avait dû subir une pandémie de coronavirus SARS-CoV-2 en 1918, il a été rapporté environ 40 millions de décès à l'échelle planétaire. Je ne sais pas combien il y en aurait eu si ça aurait été équivalent ou supérieur.
on a de nouveau un virus qui est dans un réservoir. Et le réservoir, pour le coup, pour les virus influenza, c'est les oiseaux aquatiques. Et exactement comme pour les coronavirus, vous avez toute une série de mammifères ou d'animaux de la basse-cour qui sont infectables par ces oiseaux, par ces virus d'oiseaux aquatiques, mais la transmission à l'homme ne se fait pratiquement pas. Sauf dans un contexte extrêmement particulier d'une exposition avec certains virus, mais c'est bien par le passage vers un hôte intermédiaire que ces virus passent à l'homme. Et ils passent à l'homme parce qu'il faut qu'ils adaptent 2 protéines de surface. Et vous avez là une image en microscopie électronique d'un virus influenza. Et vous voyez tout de suite la densité de protéines à la surface de ce virus en comparaison de ce qu'on voit avec les coronavirus. Il y a en fait pratiquement 20 à 30 fois plus de protéines à la surface de ce virus qu'il n'y en a à la surface d'un corona. Vous avez 2 protéines, ce qu'on appelle la neuramidase et l'hémagglutinine. L'hémagglutinine sert à l'entrée, la neuramidase sert à la sortie. Et lorsque vous regardez l'hémagglutinine, en fait, les hémagglutinines aviaires et les hémagglutinines humaines ne sont pas identiques parce que dans le domaine spécifique du récepteur binding site, alors là, ce n'est pas le récepteur binding domaine, mais le récepteur binding site, c'est juste un problème de sémantique, c'est exactement la même chose. Lorsque vous le regardez de haut, les virus humains reconnaissent certains acides sialiques, qui sont les acides sialiques dans une conformation dite alpha 2,6. C'est parce qu'en fait, sur le cycle carboné, c'est sur le carbone 6 que se branche le récepteur, alors que pour les virus aviaires, ils reconnaissent des récepteurs acides sialiques alpha 2,3. Le cycle carboné est branché sur le 3. Et vous comprenez tout de suite qu'en fonction de comment est orienté l'acide sialique, finalement, le récepteur va se déposer de façon différente à la surface du récepteur binding site, et que de fait, il n'y a pas de possibilité de cross-attachement, en quelque sorte. Les molécules hémagglutinines sont spécialisées pour recevoir plutôt des 2,6 ou plutôt des 2,3, ce qui protège l'homme de l'infection des virus aviaires. Mais lorsqu'on regarde ce qui s'est passé en 1918, en fait, vous avez ici de nouveau l'hémagglutinine et la zone spécifique du récepteur binding domain. Eh bien, ce que l'on voit, c'est qu'au fil de l'évolution de cette pandémie, en 1918, on lit comme ça de droite vers la gauche, les premiers virus qui ont été retrouvés, vous savez qu'on a fait de l'archéovirologie pour retrouver ces virus, on est allé dans les zones qui étaient encore dans le permafrost pour essayer de retrouver des virus qui ont été reconstruits en génétique inverse. Eh bien, on a regardé quelles étaient les capacités d'attachement de ces virus aux 2 récepteurs, alpha 2,3 et alpha 2,6. Et on voit que dans le tout début de la pandémie, c'est-à-dire en mars 2018, eh bien, ces virus reconstruits, ils avaient une petite capacité d'attachement aux alpha 2,6 et une très forte capacité d'attachement à l'alpha 2,3. Puis lorsqu'on a pris les virus qui étaient au début de la première vague, ils avaient équilibré leur capacité d'attachement. Et lorsque l'on prend les virus du début de la 3e vague, on a un virus qui a complètement basculé sur l'attachement alpha 2,6. Il a donc fait évoluer sa structure au niveau du récepteur binding site pour progressivement professionnaliser ce virus d'un virus probablement juste adapté à l'homme pour en devenir un virus spécialisé à l'homme. Et les virus qui étaient des virus de fin du XXe siècle présentaient à peu près le même profil d'attachement que celui qui était en 1918. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, finalement, c'est par un jeu de mutation de 5 acides aminés que ce transfert s'est fait d'un attachement alpha 2,3 vers un attachement alpha 2,6. Et tout ceci aussi explique que les formes cliniques observées au cours de la première vague étaient moins graves que les formes observées au cours de la 3e vague. La mortalité était très importante au cours de la 3e vague, en proportion, parce que ce virus s'était professionnalisé pour devenir un virus capable de donner une infection grave. Mais ce n'est pas toujours comme ça que se passent les virus, la naissance des virus pandémiques influenza. Dans la plupart des cas, et en fait dans les 3 autres pandémies qui ont été investiguées, grippe asiatique, grippe d'Hong Kong et grippe porcine, c'est
un modèle de réassortiment génétique qui est survenu. Le génome viral est un génome en morceaux pour les virus influenza. Et ce que les virus sont capables de faire, c'est, dans certaines conditions, d'échanger du matériel génétique entre virus d'origine différente. Et si vous reprenez l'exemple de ce qui s'est passé en 2009, en fait, on a eu, dans un premier temps, des virus humains, aviaires et porcins qui se sont réassortis, c'est-à-dire qu'ils ont pris des segments de gènes venant de certains de ces virus pour construire ce qu'on appelle un virus triple réassortant porcin. Et c'est ce virus triple réassortant porcin qui ensuite a réacquis des segments de gènes venant d'un virus porcin différent du virus initial pour faire ce qu'on a appelé le virus pandémique de 2009. Et donc c'est bien une construction progressive sans qu'il y ait de mutation d'adaptation parce que, si vous regardez bien, les hémagglutinines et neuraminidase qui sont dans le virus H1N1 de 2009 sont des segments de gènes qui proviennent des hémagglutinines et neuraminidase qui viennent du virus porcin. Or, le porc présente des acides sialiques alpha-2,3 et alpha-2,6 dans son organisme. Et donc, ces virus avaient donc déjà appris à se lier au récepteur humain. Donc ça, c'est le deuxième mode d'entrée. Et la troisième pandémie dont on peut parler, alors qui ne présente pas tout à fait les mêmes caractéristiques, parce que c'est difficile de parler d'une pandémie Ebola en sachant qu'Ebola reste quand même très inféodé à l'espace africain. Mais il se pose de vraies questions par rapport à Ebola. La mécanique de transmission d'Ebola à l'homme, elle répète la même histoire. Vous avez un hôte naturel qui est la chauve-souris. Vous avez ensuite des chauves-souris qui contaminent des animaux de la savane parce que ces animaux mangent des produits contaminés. Souvent, ce sont des fruits, mais pas seulement. C'est l'urine du virus. Pardon, c'est l'urine de la chauve-souris qui porte le virus ou les fientes qui se contaminent les fruits. Ce sont des animaux frugivores. Ces animaux malades consomment les fruits, enfin, ces animaux deviennent malades en consommant les fruits, et le chasseur de brousse récupère la viande de brousse, la prépare en famille et la mange. Bien évidemment, la boucherie là-bas, c'est pas comme chez nous, ça se passe à main nue. Le sang de l'animal est contaminé, et c'est comme ça que se fait la transmission à l'homme. Et il y a potentiellement, de temps en temps, d'autres personnes qui sont contaminées, ceux qui prennent en charge les patients et ceux qui surveillent la faune sauvage. La source, elle est identifiée, c'est une chauve-souris très précise. On sait où elle est. La première fois, elle a été détectée à Ebola, et elle a un périmètre, cette chauve-souris, qui est l'espace où finalement les animaux sont potentiellement contaminés, les chauves-souris sont potentiellement contaminés avec des virus de type Ebola. Et on voit que c'est essentiellement en Afrique, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Et donc, ce que l'on a appris, même s'il y a d'autres endroits où de virus similaires peuvent être trouvés, c'est que pour la première fois en 2014, il y a eu une épidémie massive avec Ebola. Il n'y avait jamais eu plus de 300 à 400 cas avant l'épidémie qui est survenue en Europe, en Afrique de l'Ouest. Et cette épidémie, qui est née donc pratiquement à l'interface entre la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria, a vraiment montré qu'il y avait une capacité de diffusion, et surtout, alors que c'était une épidémie qui était d'abord essentiellement, qui survenait dans des villages, était inféodée aux villages, là on a commencé à mettre en place de la prise en charge de patients, et à partir de là se fait aussi de la transmission interhumaine de type nosocomial, et la maladie a basculé en ville. Et en basculant en ville, elle a augmenté de façon extrêmement importante le nombre de cas. Et à un moment donné, quand on était en mars 2015, on était pratiquement au pic de l'épidémie, on était avec des dizaines de milliers de cas. C'était astronomique. Donc la réponse qui a été apportée a été de faire ce que l'on a fait pour contrôler, les centres de traitement, les centres de prélèvement, on a tout contrôlé. Mais malgré tout, ce dont on se rend compte, c'est que cette épidémie s'est éteinte progressivement. Le virus est toujours présent, et notamment au Zaïre. Et ce que l'on est en train de voir et d'apprendre, c'est qu'en fait, alors qu'on pensait que c'était une maladie aiguë où les gens qui étaient guéris avaient éliminé le virus,
on se rend compte maintenant qu'il existe un portage et que de la transmission sexuelle à distance, voire plusieurs mois après une guérison, est possible. Et donc, c'est là où on voit réapparaître de temps en temps de la résurgence d'Ebola sans qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il n'y a pas eu d'événement fondateur qui était la capture d'animaux sauvages, etc. Et donc, il y a aujourd'hui une vigilance particulière mise autour d'Ebola, qui est de dire, faisons attention, dans des espaces où il y a eu beaucoup d'incidences, il est probable qu'il y ait un certain nombre de personnes qui sont porteurs sains et qui sont capables de réamorcer une épidémie. Donc vous voyez, et ça veut dire que le risque peut être à un moment donné transposé hors de l'Afrique. Et il convient d'être vigilant. Alors, je vais prendre pas trop de temps, mais quand même un peu pour raconter l'histoire du SARS-CoV-2 d'une manière un peu plus détaillée. Donc le virus, je vous l'ai détaillé, c'est un grand virus, 30 000 nucléotides, un empaquetage extrêmement efficace à l'intérieur du virus, des protéines à la surface qui sont vraiment celles qui médient l'infection, et ça correspond, et j'insiste beaucoup là-dessus, la surveillance que l'on fait sur la protéine spike ne fait finalement que faire une surveillance sur quelques milliers de nucléotides. Ce n'est pas tout le génome qui est surveillé. En termes de précurseurs potentiels, on a identifié un virus qui était un virus de chauve-souris, qui a été d'abord vu une première fois en 2013 et un deuxième qui a été trouvé en 2019 dans la province de Yunnan. Et tous les premiers cas, c'est ce que vous avez en bleu ciel ici, tous les premiers cas pour lesquels la séquence du virus a été faite avaient une séquence quasi identique, avait en fait 2 lignages de virus au tout début, et ensuite il y en a un qui a été sélectionné positivement. Et vous savez qu'on avait recherché à l'époque l'hôte intermédiaire, le pangolin a été incriminé, mais quand vous regardez l'arbre phylogénétique des souches humaines, des souches racines chauve-souris, et où se trouvent dans cette phylogénie les virus qui sont chez le pangolin, vous voyez qu'en fait les virus du pangolin sont plus éloignés des séquences des virus humains que ne le sont les séquences des virus des chauves-souris. Donc c'est assez peu probable que le virus de la chauve-souris soit passé chez le pangolin en se diversifiant pour revenir chez l'homme en se réhomogénéisant par rapport à la séquence de la chauve-souris. Donc les pangolins de la province de Guangdong ont été innocentés dans ce processus. Il n'empêche qu'ils sont quand même contaminés par un coronavirus avec une capacité potentielle d'être transmis à l'homme. Au début de l'épidémie, on a donc, comme je l'ai dit, un petit nombre de séquences quasi identiques qui ont été identifiées. Puis après, le virus s'est répandu à l'échelle de la planète assez rapidement. Mais les premières étapes de diffusion du virus étaient relativement lentes. Et en fait, il y a eu un premier événement évolutif qui s'est fait. Et c'est pour ça que je vous ai pris le temps d'expliquer ce qui s'était passé avec le virus de 1918 pour la grippe H1N1. En février 2020, il y a un premier élément évolutif qui est survenu dans la protéine spike, qui est ici, qui est représenté ici attaché à son récepteur. Il y a un RBD qui est attaché à son récepteur. Et c'est une mutation qui est survenue en position 614 à l'intérieur de l'axe de la structure de cette protéine spike. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant cette mutation, cette protéine spike était comme un bourgeon floral fermé. Et par l'acquisition de cette mutation, ça désolidarise un tout petit peu les 3 trimères qui sont à l'intérieur de cette molécule, et ce qui entraîne une espèce d'ouverture de la molécule. C'est comme si le bourgeon s'ouvrait. Et en faisant cette ouverture, en fait, ça favorise la conversion du récepteur binding domain de la version down à la version up. Ce qui fait que ces virus, par cette mutation qui survient au cœur de la structure de la spike, favorisent la transmission puisqu'il permet un accès plus facile au récepteur binding domain. Et il est clair que ce premier pas évolutif explique en partie pourquoi très rapidement ce virus est devenu majoritaire, et ça c'est ce que l'on avait au 30 avril en termes de séquençage, c'est l'ensemble du génogroupe G, qui correspond à la mutation D614G, dont je vous parle, qui a construit le virus, qui est devenu progressivement majoritaire et qui a fait disparaître les autres. Et c'est ce virus qui est à l'initiative, en quelque sorte, de la première vague pandémique observée en Europe, avec cette circulation qui s'est faite
dans l'ensemble de l'Europe et qui a duré environ 4 mois. Puis après, on a eu une deuxième vague qui a commencé à la fin du mois d'août et qui a duré jusqu'au novembre. Et au cours de cette deuxième vague est survenue une deuxième évolution, mais cette fois-ci une évolution qui est survenue en Grande-Bretagne et qui a commencé à la fin du mois de septembre avec l'apparition du premier virus qui présentait un avantage supplémentaire par rapport à celui du D614G, c'est le variant alpha. Le variant alpha est arrivé à la fin de la deuxième vague et il a été à l'initiative, en quelque sorte, du début de la troisième vague. Il faut comprendre qu'en même temps, dans d'autres pays, ailleurs, survenaient d'autres variants qui étaient le gamma et le bêta, mais qui ont finalement assez peu impacté l'Europe. Et puis après est survenu ce qui allait être le deuxième temps de la reprise épidémique. On a eu donc, il y avait le premier temps, c'est le 614, le deuxième temps, c'est l'alpha, et le troisième temps, c'est le delta. Le delta apparaît au milieu du mois de mars en Inde, et il diffuse partout, et il est responsable de ce qu'on a appelé la quatrième vague, avec cette reprise épidémique importante à l'échelle mondiale, aussi bien dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Et pendant toute cette période-là, il n'y a pas eu de différence d'impact en fonction des hémisphères. Et c'est vraiment la caractéristique d'une pandémie, c'est-à-dire que la pandémie, il n'y a pas de saison. Le virus circule en permanence. Et on arrive maintenant à la cinquième vague en sachant qu'il y avait des nuances qui avaient été observées par rapport au début de la cinquième vague. Un certain nombre de pays avaient une espèce de pseudo-maîtrise, d'autres beaucoup moins. Et il est clair qu'en Europe, cette cinquième vague est venue de l'Est pour aller progressivement vers l'Ouest. Et si vous regardez l'impact de la circulation du virus, il y a quelque chose qui vous marque tout de suite forcément, c'est que cette cinquième vague, elle impacte l'hémisphère nord. Et elle est marginale dans l'hémisphère sud. Donc on est probablement, alors c'est une hypothèse, mais dans un temps évolutif du virus, en tout cas pour le delta, qui fait qu'il est en train de basculer vers une certaine impact saisonnier. Et cet impact saisonnier explique peut-être pourquoi l'hémisphère nord est plus touché que l'hémisphère sud. Et c'est aussi, ça se fait dans un contexte d'immunité collective qui fait que de temps en temps, ce virus, finalement, préfère le froid. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ces différentes étapes à partir de la 614G? Eh bien, on a une tendance évolutive sur la protéine spike qui est très importante. Si vous regardez l'ensemble des mutations qui ont été retrouvées dans au moins une centaine de virus et plusieurs pays, sur la base de séquences, vous voyez que tous les points bleus de cette protéine spike correspondent à un endroit où il y a eu au moins une fois un changement dans un acide aminé. Donc c'est pratiquement partout. Mais certaines de ces mutations présentent ce qu'on appelle une convergence évolutive, c'est-à-dire que toutes les solutions trouvées par le virus pour permettre une augmentation de la transmissibilité, une augmentation de son pouvoir pathogène, procèdent des mêmes mutations aux mêmes endroits, qu'il s'agisse de l'alpha, du bêta, du gamma ou du delta. Et quand on a un virus qui présente un meilleur fitness, parce qu'il se réplique mieux, parce qu'il se transmet mieux, parce qu'il a un délai d'incubation plus court, parce qu'il a un temps de génération plus court, eh bien, il écrase les autres, petit à petit. Et les données qu'on a pour l'instant, jusqu'à il y a environ 3 jours, disaient qu'il n'y avait que du delta. Et finalement, la pression liée au delta est tellement importante que les autres virus disparaissent. Et ça s'explique notamment du fait du taux de transmissibilité de ces virus qui ont été estimés. Vous avez ici, sur une échelle, le R0 sur R0 initial. C'est le R0 du virus sur le R0 initial. Et en prenant comme R0 initial le R0 du virus Wuhan, le premier, d'accord ? Et ce que l'on voit, c'est que dans les premiers virus qui sont apparus à partir de mars, vous avez une augmentation de ce R0 en proportion parce qu'il y avait la mutation 614. Puis après, vous voyez apparaître le virus alpha qui est là, qui présente une augmentation de son R0 qui est de presque 2 fois par rapport au R0 initial. Et vous aviez eu auparavant le bêta d'Afrique du Sud. Et vous avez ensuite le delta qui est là, qui présente un taux de transmissibilité qui est pratiquement 3 fois celui du virus initial. Donc quand vous avez un virus qui est presque entre 2 et 3 fois plus transmissible, forcément, il fait disparaître les autres.
Pourquoi le delta est plus transmissible? Eh bien, c'est de nouveau un rôle direct de la spike, parce que dans les mutations qui ont été introduites dans cette protéine spike, cette fois-ci, la notion du RBD en position up est 3 fois plus fréquent que ce que l'on avait dans le mutant 614. C'est-à-dire que ce virus ne présente que pratiquement 80% des RBD sont en position up, ce qui permet au virus très rapidement de s'attacher à tous les récepteurs qui traînent et donc de pouvoir répliquer. Et les vaccins dans tout ça? Beaucoup de questions autour des vaccins. Le titre des anticorps post-vaccinaux sont souvent questionnés comme étant éventuellement un marqueur de protection. Or, ce que l'on observe, notamment depuis le Delta, c'est qu'on a des échecs vaccinaux, même chez des gens parfaitement vaccinés avec 2 doses. Et ces échecs vaccinaux, on a essayé de regarder un tout petit peu ce que cela signifiait au bout du compte. Et lorsque l'on regarde les taux d'anticorps moyens des personnes qui ont été vaccinées 2 fois et qui font une infection, ce taux d'anticorps moyen est inférieur à celui du taux d'anticorps moyen des personnes qui n'ont pas fait d'infection. Mais c'est un taux moyen. Parce que si vous regardez, certaines personnes en échec vaccinal ont des taux d'anticorps supérieurs à la moyenne de ceux qui sont protégés. Donc on ne peut pas extrapoler à partir d'un taux d'anticorps un niveau de protection ou une absence de protection. Il n'existe pas de corrélat de protection. La deuxième chose, c'est qu'on pensait que la durée de protection vaccinale allait durer. Et lorsqu'on avait fait notamment des dosages d'anticorps, puisqu'on utilisait ça comme postulat de protection, on avait l'impression qu'il y avait une stabilité du taux d'anticorps et en surveillance clinique, il y avait aussi une assez bonne stabilité. Mais les données récentes montrent que dans un contexte de Delta, cette durabilité de la protection des vaccins baisse finalement assez rapidement dès le 5e mois. Et lorsque l'on regarde en termes de protection clinique, ce n'est pas de la protection biologique, c'est de la protection clinique, ce que l'on voit après une vaccination 2 doses avec un vaccin ARN messager, en moyenne, vis-à-vis de l'infection, vous êtes protégé à 50%. Alors c'est beaucoup plus que si vous n'êtes pas vacciné, mais ça n'est pas suffisant pour freiner la diffusion du virus. Je ne sais pas montrer les courbes par rapport à la protection des formes graves, mais la protection des formes graves reste très élevée, supérieure à 85%. La dernière chose qui est intéressante, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a un niveau de protection qui peut être différent en fonction des schémas vaccinaux. Et ça, c'est une question à creuser. Parce que, c'est un papier qu'on a fait récemment, vous savez que lorsqu'a été lancée la campagne de vaccination avec AstraZeneca, on s'est rendu compte à l'utilisation de ce vaccin qu'il y avait un certain nombre de thromboses profondes qui étaient observées chez les moins de 50 ans. Donc ce vaccin est devenu un vaccin de la personne plutôt âgée, mais un certain nombre de plus jeunes avaient reçu une dose. Et donc en schéma vaccinal, ces personnes-là ont reçu une 2e dose qui était un ARN messager, Pfizer. Et bien quand on compare le niveau de protection de ceux qui ont reçu cette vaccination hétérologue par rapport à ceux qui ont eu la vaccination homologue, le niveau de protection est meilleur, le taux d'infection est plus bas chez les vaccinés hétérologues. Et ça, la différence est quand même significative, même si les effectifs ne sont pas très grands. Et lorsque l'on regarde biologiquement, si on a quelque chose qui supporte un petit peu cette information, eh bien c'est qu'en fait, si vous regardez le taux d'anticorps moyen de ces 2 populations, il n'y a pas de différence. Le taux d'anticorps moyen mesurable dans le sang est le même. En revanche, si vous regardez le taux d'anticorps neutralisant détecté chez ces personnes-là, le taux d'anticorps neutralisant chez les vaccinés hétérologues est supérieur, presque pas tout à fait le double, mais presque le double, de celui de ceux qui ont une vaccination homologue. Ça vous dit 2 choses. Ça vous dit que probablement le panachage des vaccins est utile pour induire des réponses immunitaires complémentaires et qu'il faut certainement panacher avec un ARN messager et peut-être autre chose. Et la deuxième chose, c'est que sur un taux d'anticorps moyen mesurable dans un laboratoire, vous êtes incapable de faire une proportion d'anticorps neutralisants. Donc on ne peut pas interpréter des données de sérologie pour dire vous êtes protégé, vous n'êtes pas protégé, puisque vous en avez qui ne seront pas protégés à taux d'anticorps équivalent. Alors, malgré tout, cette situation de vaccination à haut niveau, même si elle ne freine pas le risque d'infection, elle freine le risque de forme grave. Et c'est ce que nous montrent un petit peu les Anglais qui ont
décidé, enfin, c'est le pouvoir politique, a décidé de laisser circuler en quelque sorte le virus. Pas de mesures barrières, pas de mesures d'hygiène, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de passe, il n'y a rien. Il faut que j'arrête. Et ils admettent un niveau de circulation qui est très élevé. Mais malgré tout, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, on sait qu'on a des échecs vaccinaux, on va lancer cette 3e dose. Et ils ont lancé la 3e dose de vaccination assez rapidement, et ils ont vu que quand ils vaccinaient les plus âgés avec la 3e dose, le taux d'incidence baissait spécifiquement dans cette population. Alors c'est un message important parce que ça veut dire qu'en termes de protection individuelle, cette 3e dose est très efficace pour protéger les plus fragiles. En revanche, elle n'a pas d'impact sur la protection collective, puisque derrière, jusqu'à ce qu'on ait vacciné les plus jeunes, eh bien, ce taux d'incidence ne varie que très peu finalement. Et les Israéliens nous donnent sensiblement la même information, à savoir que lorsque l'on fait une 3e dose, ils ont fait des 3e doses progressivement dans les différentes tranches d'âge. Ici, c'est le calendrier pour les plus de 60 ans. Là, c'est les 50-60. Là, c'est les 40-50, etc. Eh bien, les taux d'incidence ont monté, mais environ 15 jours après la vaccination 3e dose chez les plus âgés, on voit qu'on a une baisse du taux d'incidence, alors que l'incidence ne baisse pas dans les autres populations. Et c'est vraiment l'effet 3e dose qui permet de montrer que, et on le retrouve exactement de la même façon lorsqu'on vaccine les plus de 50 ans, et forcément, lorsque vous commencez à vacciner la totalité de la population, vous avez aussi un effet immunité collective. D'où le rationnel pour la dose supplémentaire, qui est une dose de rappel, parce qu'on a besoin d'avoir finalement un schéma vaccinal complet. Donc maintenant, face à tout ça, on a un certain nombre de questions. Est-ce que ce schéma vaccinal, ce nouveau schéma vaccinal va être suffisant ? Moi, personnellement, je ne sais pas. Je ne me risquerai pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que 2 doses, ce n'est pas suffisant, en tout cas. Est-ce qu'il faut commencer à réfléchir sur des nouveaux schémas vaccinaux, sur la base de ce que je vous ai montré en vaccination hétérologue? Très certainement, et on va avoir plein d'outils pour le faire avec de nouveaux vaccins qui vont sortir. Est-ce qu'il faut changer la composition du vaccin? Alors, moi, j'ai décidé, pour gagner du temps, de ne pas vous présenter ces données, mais en fait, la réponse est non. La réponse est non, parce qu'il n'y a aujourd'hui, malgré la dénomination qu'on peut avoir sur ce qu'on appelle les variants, il n'y a pas de variant antigénique circulant pour l'instant. J'en étais sûr jusqu'il y a 3 jours. Il y a ensuite comment va évoluer l'épidémie. Va-t-il y avoir un nouveau variant? Je ne sais plus. Comment va évoluer l'épidémie? Le virus, il va persister. C'est clair que ce virus, il va résister, il va rester parmi nous, et il faut bien comprendre que ce virus ne va pas perdre de sa dangerosité vis-à-vis des immuno-naïfs. C'est la même pathogénie qu'on observe chez les non-vaccinés que celle qu'on observait avant. Ça n'a pas changé. Ce virus va persister, il restera pathogène, et on est quand même aussi, puisque ça bascule dans la saisonnalité, vous avez peut-être vu, les autres virus respiratoires sont réapparus. On a du VRS, on a de la grippe, on a du métapneumovirus, on a des coronavirus saisonniers. Tous ces virus-là, on ne les avait pas l'hiver dernier. Donc il se passe quand même quelque chose dans la circulation de ces virus respiratoires. Et comment faut-il gérer les mesures de contrôle? Faut-il les maintenir? On ne va pas pouvoir les maintenir à vitam aeternam. Si vous revenez l'année prochaine pour les AER, j'espère que personne d'entre nous n'aura de masque, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, ça semble a priori indispensable, il y a bien que moi qui n'en ai pas. Et puis, bien évidemment, on se rend compte à quel point la vaccination est un enjeu clé dans cette stratégie, puisque c'est ça qui permet de maîtriser, et c'est probablement ça qui a permis qu'il y ait ce gradient Est-Ouest et Nord-Sud aussi. Les taux de vaccination les plus élevés étaient observés en Espagne, en France et en Italie. Alors, cette pandémie, on n'est pas au bout du compte, et je prendrai 2 minutes peut-être pour vous expliquer un tout petit peu ce qui se passe en Afrique du Sud. Et des phénomènes pandémiques, il y en aura d'autres. Je ne sais pas quel est le prochain candidat, mais c'est ce qu'on disait dans le domaine de la grippe, il suffit juste d'être préparé à l'imprévisible pour pouvoir faire face comme il faut. Ce qui est en fait tout à fait impossible et improbable. Mais la construction d'un certain nombre de scénarios, de structures, d'outils, de plans, d'actions, etc., sont autant de choses qu'il ne faudra pas qu'on oublie, parce que la prochaine pandémie, elle ne sera pas l'année prochaine, elle sera peut-être que dans 15 ans. Donc voilà, je vais commencer par remercier tous ceux qui travaillent avec moi, et je vais vous donner juste un tout petit vue sur un variant dont vous allez entendre parler, qui pour le coup est probablement un vrai variant.
En Afrique du Sud, il y a 3 jours, a été détecté un certain nombre de virus, il y en a environ une quarantaine, dans un contexte où l'épidémie est extrêmement basse actuellement en Afrique du Sud. C'est un virus qui présente 30 mutations sur la spike et qui accumule toutes les mutations qui ont été observées dans tous les variants que nous avons eus, plus d'autres. Il a acquis en plus des mutations dans les gènes qui contrôlent la réponse à la réponse innée. Et il a acquis aussi une mutation qui est connue pour accélérer la processivité du virus. Et donc, c'est un virus qui répliquera très vite. Donc, on est face à ça. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Et c'est quelque chose qui est embêtant. Les premiers éléments non consolidés par rapport à la protection des vaccins, c'est qu'il reste une protection vaccinale, mais on ne sait pas à quel niveau elle est. Il est probable que les monoclonaux ne marchent pas. Et en revanche, il est très probable que les antiviraux continuent à marcher. Le molnupiravir continuera à marcher, et j'ai oublié l'autre, le nom qui était pour moi GS quelque chose dont je n'ai pas encore mémorisé le nom. Est-ce que ça veut dire que ce virus vient chez nous? Je ne sais pas. On parle de quelques dizaines de cas. Sachez juste qu'il y a 2 cas importés en Belgique, 1 cas importé en Israël et 1 cas à Hong Kong. C'est un virus qu'on ne connaissait pas il y a 3 jours. D'accord ? On est dans typiquement le contexte d'une évolution pandémique. Voilà, c'est juste un signal d'alerte. On n'est pas obligé de sortir tous en courant les bras en l'air en disant on va tous mourir. C'est juste qu'un certain nombre de données vont sortir. Vous êtes probablement la première audience scientifique à en entendre parler, c'est juste pour le dire. Il reste à voir un petit peu comment on va adapter nos outils pour qu'on puisse contrôler ce virus. Il est très probable que, de nouveau, c'est la vaccination qui nous sortira de la chose et d'essayer de comprendre un petit peu comment ce virus échappe ou n'échappe pas à la réponse immunitaire préexistante. Voilà. Et navré de ces mauvaises nouvelles, mais j'espère quand même vous avoir appris 2-3 choses sur le risque pandémique. Merci beaucoup pour votre magnifique présentation. Est-ce que vous avez des questions au professeur Lina ? Pour conclure cette belle session, nous allons accueillir notre dernier orateur, le professeur René Robert, qui va nous parler de défis éthiques, ceux d'aujourd'hui, ceux de demain, et on espère nous donner un peu d'espoir, de courage.